Sunday Night Production. David Gaudu, grimpeur, vainqueur du Tour de l'Avenir en 2016, vainqueur de 2 étapes sur la Vuelta en 2020, 3e de Liège-Bastogne-Liège 2021 et 4e du dernier Tour de France en 2022. Mais connaissez-vous vraiment David Gaudu ? Par passion du vélo, Groupama vous propose la série de podcasts Face à Face. Partez à la rencontre des coureurs de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leur personnalité. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la série Face à Face, proposée par Groupama. Et à quelques jours du départ du Tour de France, c'est à la rencontre de David Gaudu que nous partons. Je vous laisse découvrir le portrait du leader de l'équipe cycliste Groupama FDJ, réalisé par Patrick Chassé. Et on se retrouve juste après. Bonne écoute et à tout de suite. Quand il est accueilli en 2017 au sein de l'équipe cycliste Groupama FDJ, David Gaudu est déjà auréolé à l'époque d'une solide réputation de grimpeur. Il venait de remporter le Tour de l'Avenir, qui est un peu le mini-Tour de France de la catégorie Espoir. Et il va devenir, au fil des années, l'un des leaders de la formation de Marc Madiot. À 26 ans, le doute n'est plus permis depuis que David s'est emparé l'été dernier de la 4e place lors du Tour de France. Le Breton fait désormais partie du gratin mondial. Il est aussi le reflet de sa génération. Par exemple, il n'a pas peur d'afficher ses ambitions. Il prend les exigences du haut niveau avec le sourire. On l'a même vu en 2022 lancer sa chaîne Twitch, devenant l'un des seuls sportifs français de haut niveau à s'impliquer sur cette plateforme. Allez Gaudu! Tu vois bien que la Bretagne c'est convivial quand même. On dit qu'un Breton ne renonce jamais. Qui sera le régional de l'étape, David Gaudu, le roi de la godasse. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oui mon petit. C'est Gaudu. C'est David Gaudu qui s'impose. C'est David Gaudu qui devance Wout van Aert sur la ligne. Alors ça, et surtout Yermat. Ça veut dire allez Gaudu en breton. Ça veut dire allez Gaudu en breton. Moments later. Oh mais attends, il y a un mec en face de moi. Ah non, c'est un poulet. Oh, C'est une poule. franchement, ça va être un giga carnage les gars. Bonjour David Gaudu. Bonjour Patrick Chassé. Alors, c'est anecdotique par rapport à ton parcours sportif. Tu reconnais volontiers être d'un caractère timide. Mais du coup, que fait un garçon comme toi, soi-disant réservé, sur Twitch ? Twitch qui est, on le rappelle, une plateforme vidéo interactive, en d'autres termes, le temple des streamers. Oui, c'est un peu, on va dire que c'est un peu paradoxal parce que moi, de base, je suis quelqu'un de très timide qui s'efface quand même beaucoup quand il est en groupe. Après, je suis quelqu'un qui, quand il connaît les gens et qui se lâche, en fait, je suis totalement différent. Sur Twitch, je me sens bien, je me sens dans ma bulle et en fait, ça m'a aussi fait du bien, Twitch, pour apprendre à dire les choses et à juste me sentir bien en fait et à être un petit peu moins timide, mais je reste toujours ce petit garçon timide réservé aux premiers abords. C'est pas une thérapie quand même, on va pas aller jusque-là, si ? Non, c'est pas une thérapie, c'est juste que je pense que ça m'a fait prendre confiance en moi surtout, parce que j'ai toujours été un petit peu le petit garçon qui avait peur de passer au tableau quand j'étais à l'école, faire des exposés oral à l'école et tout, et au final je pense que ça m'a aussi fait prendre confiance en moi en fait, Twitch, tout simplement. Voilà, quand je lance un live Twitch, c'est parce que j'ai envie soit de parler aux gens, soit parce que j'ai envie de jouer à un jeu vidéo et d'avoir des gens qui me regardent et justement avoir cette interaction aussi avec les fans. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé un peu je me suis lancé sur Twitch. C'est parce que moi je suis quelqu'un qui est très reconnaissant envers que ce soit des équipes, des fans et tout, et en fait Twitch ça me permet aussi de passer plus de temps avec eux et de comprendre en fait à travers eux ce que c'est qu'un fan, parce que tout simplement nous sur les courses on n'a pas le temps quoi, et au final ça permet de quand même de garder sa communauté et avoir un petit rapprochement, et moi sur Twitch je sais que je m'éclate et les gens ils adorent ça. Tu joues toujours au même jeu, Fortnite, Pro Cycling Manager, etc. Ah oui, moi, je suis toujours un grand joueur. Voilà, moi, mes premiers jeux, ça a été Call of Duty, le jeu de guerre. Mais après, derrière, voilà, là, ça m'arrive des fois de me retrouver avec des potes quand c'est mes journées de repos en ligne. Et oui, forcément, on joue à Fortnite, on joue un peu à tout, un peu aux jeux, un peu auxquels on peut jouer tous ensemble. Et ouais, c'est juste pour se détendre. Et en fait, des fois, c'est tout simplement pour se retrouver et avoir une interaction sociale entre nous, quoi. Qui, au lieu de s'envoyer des messages, on se dit bah tiens viens, on fait une partie, on se retrouve en vocal sur le jeu, et
Et on rigole et on parle on parle de la pluie, du beau temps en même temps que jouer. Et du coup, on a dit l'utile à l'agréable. Quand on joue, on s'amuse et on a une interaction sociale entre nous, quoi. Ouais, franchement, faut la répéter, hein, parce que là, on est pas. C'est comme la poésie. Hein. Sérieusement. À force de la répéter, Les gens disent on va manger le petit Poggy, mais on sait tous c'est un chasseur, David Godu. Mais on a l'impression qu'il manque une syllabe. Alors on revient justement à David Godu, enfant. Tu es né en Bretagne, alors, d'abord dans le Finistère, et puis après vous avez déménagé, vous n'êtes pas allé bien loin, faut pas exagérer. Vous êtes parti dans les Côtes d'Armor. C'est ça. Est-ce que tu te définis plutôt comme un enfant de la ville ou un enfant de la campagne ? Ah ouais, je suis un enfant... pas de la campagne profonde, mais on va dire que j'aime bien être dans un petit village, on va dire. Un enfant de village, on va dire. Moi, là où j'ai vécu, où je suis né, dans le Finistère, la ville, il y a 10-15 000 habitants. Maintenant, où j'habite, il y en a 2900. Donc, c'est pas la campagne rurale de la Bretagne. Mais il y a quand même, du moment où il me faut quelque chose, au moins un supermarché, une école à proximité et une petite ville à côté si jamais j'ai besoin d'aller faire des choses un peu plus grosses. Mais voilà, c'est sûr que je préfère être quand même en campagne, plus tranquille qu'être dans la ville. Genre, je pense j'aurais jamais pu vivre une vie parisienne, ça c'est sûr et certain. En ce qui concerne le milieu social dont tu viens, comment tu le décrirais ? Simple, mes parents, mon papa il est carreleur, ma maman elle est comptable, j'ai une grande sœur qui est infirmière, qui a 4 ans de plus que moi. Tout le monde fait sa petite vie comme il entend et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient toujours derrière moi, qui m'ont surtout m'ont jamais poussé à me dire tiens, faut que tu fasses du vélo, faut que tu ailles t'entraîner. Ils m'ont jamais mis la pression pour quoi que ce soit en fait. Et là je pense que j'ai eu une grande chance avec eux, c'est que ouais, ils m'ont jamais dit bah tiens non, faut absolument que tu passes pro sinon tu vas rater ta vie. Enfin, j'avais une maman qui était derrière moi pour les études qui m'a toujours dit si tu veux essayer de passer pro un jour, on veut bien que tu essayes, mais par contre avant tu valides un minimum un bac plus 2. Donc j'avais maman derrière pour les études, ça n'a pas toujours été facile parce que j'étais un peu un cancre à l'école et j'aimais pas ça. Et ça a été bac plus quoi alors finalement ? Bac plus 2. De quoi ? J'ai le minimum, comptabilité, mais gestion. Oui. Mais oui, la comptabilité. Mais ça sert toujours, non ? Ça sert toujours, ça sert toujours. Mais après, il y avait ma maman et moi, je suis quelqu'un qui aimait pas du tout le français. Je fais encore beaucoup de fautes d'orthographe et j'aime le français, j'ai jamais été bon, je me suis jamais pris pour cette matière. Mais par contre, tout ce qui était mathématiques, chiffres et tout, c'est quelque chose que j'adorais. Et du coup, je savais pas trop quoi faire et du coup, je me suis dit, bon, autant essayer de faire un bac plus 2, mais dans un truc où j'ai peut-être des chances d'avoir un bac plus 2 en alliant un peu le vélo. Et du coup, ma maman était comptable. Enfin, elle est comptable. Du coup, je suis parti sur un BTS compta et elle me rappellerait toujours. Elle m'a mis un coup de pression un petit peu. Juste avant le BTS, elle m'a dit, par contre, je vais venir une semaine avec toi, on va tout réviser. Donc, j'en ai pas trop large, quoi. Mais est-ce que tu étais un enfant calme ou plutôt turbulent ? On va dire que j'étais un petit peu des deux. Quand j'étais très petit, avant que je me mette au vélo et à faire du sport, j'étais quelqu'un qui courait partout, qui courait tout le temps partout. S'il y avait des soirées dans les salles communales, j'étais le premier à me prendre une porte dans la tête et à avoir l'arcade ouverte. J'étais tout le temps arrivé aux urgences. Et après, par contre, quand il y avait des choses intéressantes, quand il y avait des choses on va dire qui me préoccupaient ou des choses même à l'école, j'étais quand même quelqu'un plus on va dire faux calme, je dirais, qui a su se canaliser grâce au vélo, mais qui derrière gardait quand même ce petit côté, ce petit tempérament que ça pouvait partir en vrille à tout moment, quoi. Il y a un moment, on vient pas au vélo comme ça tout seul. Il y a bien quelque chose qui fait qui va déclencher justement ce besoin, cette envie, cet intérêt. Moi, mon papa, il faisait du vélo tout simplement en fait. Comme beaucoup, moi c'était la famille qui faisait ce sport-là et dans l'occurrence là c'était mon papa. Mais lui, il faisait pas du vélo de route, il faisait du VTT. Du coup, il faisait du vélo dans les bois là, en VTT. Et du coup, moi de base, ce que je voulais faire, c'était pas du vélo sur route, moi c'était du VTT. Je voulais faire comme papa, quoi. Et un jour, mon père, pour l'histoire, c'est qu'il est carreleur et il a rencontré le dirigeant du club dans lequel j'ai commencé en faisant son carrelage.
Et ce dirigeant du club en fait lui a dit bah amène-le-moi mercredi prochain sur la route, on va lui prêter un vélo et tout et on va lui faire une sortie et on va voir comment ça se passe. Et du coup me voilà embarqué un mercredi après-midi à l'école de cyclisme de la Landivienne cycliste à Landivisio avec c'est à l'époque il s'appelait Guy Bayot à l'époque la personne qui nous dirigeait et du coup c'était ma première séance sur route et du coup j'avais adoré ça et du coup j'étais rebelote le samedi, rebelote le mercredi et maintenant bah ça fait 20 ans quoi. Toi t'es venu au vélo comment? Moi je suis venu au vélo, je faisais du foot, on a arrêté à peu près tous au même âge. On est parti au VTT et David est arrivé après à 6 ans et il voulait faire du VTT, moi je voulais pas trop, on voulait pas trop avec Françoise parce que il était assez casse-fou quand même. Donc on l'a mis sur la route et c'était le bon choix je pense. C'était le bon choix. Peut-être la première victoire sur un grand tour pour David Godu. Trouver le bon braquet, hein. On l'a vu jouer du dérailleur David Godu. Les mains en bas pour Solaire tel un sprinter, les mains en haut tel un grimpeur pour David Godu. À 125 mètres de la ligne, il vole David Godu. Marc Solaire ne reviendra pas aujourd'hui. À 24 ans, David Godu qui a été propulsé leader sur cette Vuelta après l'abandon de Thibaut Pinot. Va aller chercher la victoire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, David Godu qui Par rapport au VTT, la route, c'est parfois rude. Ouais, c'est ça. Et puis, mais je pense que c'est aussi pour ça que l'hiver, j'ai besoin moi aussi de m'évader, mais pas forcément en VTT, mais en trail, parce que je suis quelqu'un qui court aussi beaucoup. Pour moi, le trail, ça reste un jeu, ça reste quelque chose de ludique. Il y a quand même cet objectif de résultat, de faire quelque chose quand même, mais c'est moins prise de tête forcément que le vélo, que quand on arrive sur un Tour de France. Et ça permet, mine de rien, aussi de travailler pour tout simplement notre métier qui est la route, parce que déjà, c'est un sport à choc. Du coup, les sports à choc ils sont conseillés pour toutes les blessures osseuses et derrière ça permet, moi quand je vais faire du trail, bah je me dis je pars 2h30, 3h et souvent je vais dans le sud et je me dis allez je pars 2h30, 3h dans la montagne et en fait redécouvre un peu la nature aussi mine de rien parce que forcément l'école, la nature on les voit. Mais là en fait quand on est en vélo on voit les endroits où on va en trail et en trail on voit les endroits où on va en vélo. Du coup c'est ça qui est assez paradoxal, on découvre des lieux en fait quand on fait du trail et c'est ça que j'adore l'hiver. À quel moment tu as compris que finalement tu n'allais peut-être pas faire comptable, ou peut-être que c'est arrivé même avant tes études de comptabilité, mais que tu allais probablement pouvoir faire carrière, en tout cas que tu avais vraiment envie de faire carrière dans ce métier? Je pense en junior quand Yvon il m'a appelé et qui m'a dit oui est-ce que tu veux faire partie de à l'époque ça s'appelait la Fondation FDJ qui maintenant est un petit peu devenue la Continentale au final Groupama FDJ. J'étais dans les meilleurs grimpeurs français en junior, mais bon voilà, après quand on passe de junior aux catégories élite, enfin élite amateur, on remet les compteurs à zéro. Et après voilà, j'ai travaillé 2 ans et la deuxième année en fait j'ai passé mon BTS et une semaine après mon BTS, grâce à Arthur Vichot qui était à l'époque dans l'équipe, j'avais fait une course contre lui et j'étais monté sur le podium parce que on est un peu chauvin en Bretagne et du coup j'avais fini premier breton au Grand Prix de Plumelec et du coup Arthur avait regardé Yvon et il lui a dit mais t'attends quoi pour le faire signer là, le gamin et du coup à partir de ce moment-là c'était parti quoi. Et aujourd'hui, maintenant que ta carrière est bien lancée, que tu as acquis évidemment une certaine notoriété, qu'est-ce que tu préfères finalement dans ce métier? C'est quoi les moments que tu préfères dans la vie de coureur cycliste? Hormis évidemment de gagner, hormis de lever les bras. Ce qui est beau et c'est un sentiment, c'est assez indescriptible, c'est quand tu sais que tu as fait quelque chose sur la course, par exemple quand tu as gagné ou quand tu as fait quand tu as réussi même voilà sur une étape du Tour, même quand je finis 5e à Granon ou autre part et là tu as tous tes équipiers qui arrivent les uns après les autres. Et tu vois qu'en fait ils sont fiers de toi et du coup tu sais que t'es fier d'eux aussi quoi. Du coup en fait c'est ça qui te fait vibrer en fait. Qu'est-ce que tu fais quand justement ça va pas? Quand justement rien ne va? Comment tu fais pour rebondir? Comment tu vas t'y prendre? C'est dur hein, je pense que c'est la chose la plus dure de ce métier-là, c'est savoir rebondir, faut réussir à se reconcentrer sur soi-même et c'est ça en fait qui
À l'inverse, c'est aussi peut-être ce qu'on en parlait là, de la joie, la bonne humeur et tout. Mais moi, ce qui m'embête le plus, c'est ce qui me fait le plus mal en fait, c'est si je rate un objectif, si je rate un truc. C'est pas forcément pour moi que ça va m'embêter. Oui, forcément, ça va m'embêter. Mais moi, ce qui m'attriste, au contraire, c'est limite de voir en fait mes équipiers qui sont déçus pour moi. Et je me dis, mince, je les ai déçus. Et ça, c'est le pire truc qu'on peut avoir, quoi. Et c'est en fait, c'est de là, après, il faut réussir à les remotiver. Il faut réussir à se remobiliser. C'est un reset mental. Il faut réussir à aller de l'avant. Et des fois, faut direct le lendemain, il faut réussir à remettre la machine en route, quoi. Et tu penses que, en règle générale, tu es quelqu'un qui doute beaucoup? Ouais, moi je doute avant toutes les étapes, je doute. Je le montre pas parce qu'il faut pas le montrer. Même à tes coéquipiers, tu peux pas le montrer quand t'es leader. Parce que tu peux pas leur dire, tiens, moi j'ai pas confiance ou moi j'ai des doutes. Mais j'ai toujours cette part en moi qui me dit avant une étape, mince, et si ça se passait mal, et si ça se passait mal, et si ça arrivait. J'ai toujours ce petit truc au fond de moi, mais pour n'importe quelle étape, et ce sera toujours pareil, que ce soit une étape de pavé, une étape de bordure ou une étape de montagne. Mais je pense que c'est aussi un leitmotiv parce que ça me permet, en fait, c'est ma petite pression en moi que je me mets en surplus qui me fait avancer aussi des fois. Parce que ça me permet de bien me concentrer sur la course. Et je sais que souvent, quand j'ai pas ce petit truc en moi, ce petit doute, c'est que je suis pas concentré et que je suis pas dans la course. Nouvelle victoire pour David Gaudu sur cette Vuelta, il va rentrer dans le top 10. On donnait des notes tout à l'heure, ce sera un 20 sur 20 pour le Breton. 2 victoires d'étape, un top 10 pour son premier grand tour comme leader et une nouvelle victoire sur la Vuelta pour cette formation Groupama FDJ. Est-ce qu'on se fait des amis dans ce métier? Des vrais amis? Oui, bah après, il y a Valentin. Ah, ça c'est une histoire quand même. Mais ça c'est une belle histoire, c'est comme je dis à tout le monde, c'est notre belle histoire à nous et c'est un peu comme on dit une bromance, hein. Valentin, on s'est connus, on devait avoir on devait avoir une dizaine d'années à peu près, même pas. À peine, ouais, 8-10 ans, et on commençait à courir l'un contre l'autre et on s'est suivis du coup dans les catégories. Lui il était de Brest. Hein. Lui il était de Brest, ouais, il courait à l'époque au Big 2000 et moi j'étais allé en dizaine cycliste. Et on s'est suivis toutes les années en fait à courir l'un contre l'autre. On n'a jamais porté le même maillot, hormis en sélection quand on arrivait dans les catégories juniors entre 16 et 18 ans. Et on s'est retrouvés une fois en équipe de France ou deux. Il m'a aidé à gagner le Tour de l'Avenir. Je l'ai aidé à gagner le Challenge National Junior, qui est la Coupe de France Junior dans le vélo. Et du coup, ce qui est la belle histoire, c'est qu'en fait, on a toujours eu un maillot différent, hormis en sélection. Et à l'arrivée, on se retrouve là chez les pros avec le même maillot. Sur le Tour de France, qui est la course la plus grande au monde, qui est dans le top 5, voire je crois même top 3 des événements sportifs au monde, et il se retrouve à m'aider à faire 4ème du Tour, quoi, parce que l'étape du Granon, s'il n'est pas là, il n'y a plus de David, il n'y a plus de 4ème du Tour, il n'y a plus de général au Tour de France, ça, c'est sûr. Tu es quelqu'un qui se projette, là je te demande pas de me dire quels sont tes projets, quels sont tes rêves, parce que ça fait partie du jardin secret. Est-ce que ce jardin secret, il est justement bien rempli? Oui, après, moi, mon rêve, je le cache pas. Les rêves, c'est fait pour rêver, hein. Mon rêve, c'est forcément de gagner le Tour de France, de gagner un monument. Après, dans tous les cas, on a tous des rêves, hein. Il y en a pour certains, ça va être de pouvoir s'acheter une maison. Il y en a pour certains, ça va être de monter son entreprise. Enfin, il y a toutes sortes de rêves et les rêves sont faits aussi pour être réalisés. Des fois, on va les réaliser. Des fois, malheureusement, on va pas réussir. Donc moi je suis quelqu'un qui a pas peur de se cacher, ça reste un rêve après tout, hein. C'est pas comme si je disais tiens l'année prochaine je vais gagner le Tour de France. Ça c'est différent. Entre dire que tu vas gagner le Tour de France et rêver de gagner le Tour de France, c'est différent. Il y a un âge viendra où tu pourras plus comme ça avoir des rêves à moyen terme. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Ce sera plus que des espoirs. Oui, c'est des espoirs et dans tous les cas c'est un rêve de carrière. C'est un rêve de carrière, c'est un rêve de vie. Et après, quand j'aurai fini ma carrière et que voilà, j'aurai d'autres rêves, et moi j'ai d'autres rêves, c'est derrière ça va être en trail, de faire l'ultra-trail du Mont Blanc, la Diagonale des Fous. Moi je veux, après ma carrière, faire des ultra-trails, ça c'est sûr. Ça c'est mon rêve d'en faire. Et si tu n'atteins pas sur le vélo tes rêves, est-ce que malgré tout tu trouveras quand même la plénitude? C'est-à-dire de pouvoir se dire à un moment, allez, j'en ai bien profité, maintenant il est temps d'arrêter. Oui, dans tous les cas, il y a un moment, je pense, où je serai assez mature pour me dire ça. Et même si mon rêve de carrière n'aura pas été réalisé, voilà, j'aurai encore d'autres rêves derrière dans la vie. J'aurai peut-être une famille, j'aurai plein de choses derrière. Et c'est pas pour ça que je me dirais, moi j'ai raté ma vie. Si je réalise pas mon rêve de carrière, voilà, c'est sûr, j'aurai un petit pincement au cœur. Mais
derrière, j'aurai d'autres rêves dans la vie, ça c'est sûr. Merci David Godu. Non, merci. À vous. Tu as trouvé ton compte quand même dans cet échange? Ouais, non, en fait, c'était cool. Bon, bah tant mieux. Alors c'était un plaisir partagé. Merci Patrick pour cet échange avec David Godu. Alors quand on parle de David Godu et qu'on écoute cet épisode, on découvre un petit peu le gamer. Il nous parle de Twitch pour partager avec ses fans. Est-ce que vous avez connu comme ça dans votre carrière d'autres cyclistes professionnels qui étaient aussi en avance sur les technologies? Moi, il se trouve que je fais les commentaires d'un jeu vidéo. Alors forcément, très vite, j'ai vu des coureurs, quand les jeux vidéo se sont développés, venir m'en parler, ou se moquer de moi, ou reprendre des expressions qu'ils avaient pu entendre sur le jeu. La génération, on va dire que c'est arrivé avec la génération d'Arthur Vichot, Thibaut Pinot. Donc c'est quand même pas non plus... c'est pas la préhistoire du vélo. Mais là, on a passé un cap supplémentaire, j'ai envie de dire. Mais on le sent bien, de toute façon. On voit bien l'importance, la place prise par le monde virtuel, le digital, appelez ça comme vous voulez, dans les nouvelles générations, enfin ces générations qui aujourd'hui arrivent à maturité. Et David Godu en fait partie en ayant vraiment... c'est vraiment un enfant, vous voyez, je dis un enfant, c'est vraiment un jeune de son époque. Alors que parfois les sportifs sont un petit peu exfiltrés de leur enfance, de leur adolescence, à cause du sport qu'ils ont choisi de pratiquer à haut niveau. Et comment aujourd'hui le cycliste professionnel et David Godu justement utilise? Est-ce qu'il est vraiment à part dans le peloton? Est-ce qu'il y a d'autres cyclistes comme ça qui utilisent les réseaux de nos jours? Alors, dans le secret de la chambrée, on rappelle les coureurs, ils vivent souvent à deux dans une chambre à l'hôtel le soir, donc... Sûrement pas. Il y a bien sûr les jeux vidéo et les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie de ces sportifs. Après, aller au-devant des fans, du public, pour partager cette passion, oui, ça c'est quelque chose qui est nouveau et qui est très rare. À l'heure actuelle, je ne connais pas de sportifs, en tout cas dans le vélo. En tout cas, dans le vélo, je ne connais pas d'autres sportifs qui vont aussi loin que lui. Et c'est vrai que j'ai trouvé assez drôle, puisque quand on parle de son ami Valentin Madoise, dont on a parlé dans les épisodes précédents, qui lui est plus sur un retour en arrière, tout en étant très connecté dans la réalité, mais il est plus nostalgique du passé, et quand son ami, son leader, lui, est hyper connecté. Moi, je mets pas ça je mets pas forcément ça uniquement sur la nostalgie. C'est-à-dire, je pense sincèrement que Valentin Madoise, pas tout seul, mais avec probablement des gens autour de lui, a réfléchi et a essayé d'adopter un usage plus mature. Je me souviens de Thibaut Pinot aussi qui nous avait dit qu'il y avait de bonnes choses dans les réseaux sociaux, lui qui en a si souvent pâti. Donc voilà, il n'y a pas un rejet des uns et une adhésion totale des autres. Il y a un usage, oui, qui est différent. L'un qui va vouloir un petit peu s'écarter de tout ça pour se préserver. Et l'autre, j'en reviens bien sûr à David Godu, qui lui va vouloir optimiser ça, presque le professionnaliser. Et puis dans les études, David Godu, c'est un bac+2 de comptabilité, donc ça veut dire une approche très, très structurée. Est-ce que c'est la même approche qu'il duplique dans la stratégie d'une épreuve ou dans l'approche d'une épreuve? Moi, j'ai plutôt l'impression que la comptabilité, c'est surtout l'héritage de la maman. On sent bien que les parents ont une grande importance dans la façon effectivement dont David a grandi. Le papa qui lui donne le goût du sport et du vélo, du VTT en tout cas en particulier. La maman qui est là, mais qui dit ok, c'est bien beau tout ça, mais attends, il faut un bac+2, la compta, je connais bien, tu vas faire, voilà. Et il accepte ça. Il n'est pas en rupture avec ses parents. C'est quand même ça, je fais une généralité, mais c'est quand même ça qui est bien avec le sport. C'est que l'adolescence est un peu faite pour couper le cordon et parfois de façon un peu radicale avec les parents. Eux, ça s'est sûrement produit, mais on a quand même l'impression que là, dès qu'on commence à parler, c'est ça, cette série, c'est en cela qu'elle est originale, c'est qu'on ne parle pas de sport, on parle un petit peu de leur environnement. On en revient tout de suite quand même à l'importance des parents pour eux et pour lui en particulier. C'est vrai qu'il fait son bac+2 et après il se dit voilà, j'ai mon bac+2, j'ai fait plaisir à ma maman, maintenant je peux aller sur ma passion qu'est le cyclisme. Passe ton bac d'abord, tu gagneras le Tour de France après, peut-être. Et justement, venons-en au côté sportif. Donc il arrive dans cette équipe en 2017, tout juste lauréat du Tour de l'Avenir 2016, et puis il est propulsé rapidement
rapidement leader. Là aussi, est-ce que c'est un parcours qui dénote ou est-ce que vous avez connu comme ça d'autres grands champions qui se sont retrouvés rapidement propulsés leaders ? Ah oui, même peut-être plus rapidement que lui. On a aujourd'hui des coureurs qui passent professionnels en étant déjà leaders. Dans le passé aussi, la chance de David Gaudu, c'est d'avoir été leader avec un co-leader qui était là avant lui. Donc il a été adoubé, on va dire, par Thibaut Pinot, auprès duquel il a fait ses classes. Donc ça c'est pas donné à tout le monde. C'est un petit peu la chance qu'il a eue, que lui a donné cette équipe, Groupama FDJ. Donc ça, c'est plutôt rassurant, c'est plutôt bien. D'autant que moi, j'ai perçu quand même chez David Gaudu qu'il y avait une timidité. Il y avait qui a dû l'accompagner dans son enfance, c'est ce que j'ai compris. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Il me dit non, c'est pas une thérapie, mais ça l'est quand même un petit peu. Enfin, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot thérapie. Hein. Si on enlève le côté médical de tout ça, ça l'a aidé à passer au tableau en quelque sorte. Hein, ce qu'il n'aimait pas faire en classe, ça l'a aidé à prendre confiance en lui. Et bien de la même façon, la présence d'un leader comme Thibaut Pinot, qui a tiré la lumière au début, lui a permis de se familiariser justement avant d'éclater au grand jour. Alors il y a eu des podiums, des top 10 sur les monuments, 8e de la Vuelta en 2020, 4e du Tour en 2022, 2e du dernier Paris-Nice. Où va s'arrêter David Gaudu avec une progression linéaire ? Je sais pas, mais ce que je note, c'est qu'il y fait bien la part des choses entre ce qui est du domaine du rêve et de la réalité. Et la réalité est déjà très belle et il en est conscient. Être capable dans une époque où il y a... Attention, il y a des époques dans le vélo où des grands coureurs n'ont pas tant d'adversité que ça. On ne va pas le détailler, c'est pas le propos, puis ce serait peut-être un délicat vis-à-vis de... Mais il y a quand même... Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans une période où il y a une forte densité de coureurs de très haut niveau. Lui, il arrive là, et il arrive à faire sa place. Hein. On dirait pas, David Gaudu, vous le croisez dans la rue, ça se trouve, vous ne le reconnaîtrez pas. C'est quelqu'un qui cherche pas à se singulariser. Encore une fois, il le fait peut-être dans un monde virtuel, mais dans la vie de tous les jours, il n'a pas forcément envie de se signaler. Sur un vélo, ça lui permet aussi discrètement de rester dans les roues, d'être là. Et souvent, on s'aperçoit dans un col que, petit à petit, dans l'ascension, le groupe diminue, mais lui, il est toujours là. On ne le voit pas trop. Bon, il n'a pas un gabarit très imposant. Et il est toujours là pour aller chercher sa place et voire même pour aller ensuite démarrer et mettre tout le monde dans le vent. Et puis il a ce rôle de leader. Pour être leader, il faut avoir aussi ce caractère, cette âme de champion. Hein. Il n'y a pas que le statut, mais là aussi, quand on discute avec David Gaudu, et comme vous avez eu l'occasion de discuter avec des centaines d'autres cyclistes professionnels, est-ce qu'on remarque cette différence qu'ont les champions vraiment et les autres cyclistes professionnels ? Alors oui, on le remarque à travers un trait de caractère qui lui correspond complètement. Bien sûr, il s'affiche clairement comme le leader de son équipe et il va faire les choix déterminants, passer les consignes, etc. Mais en plus, il va prendre tout sur lui, y compris ce qui lui est vraiment très particulier, c'est-à-dire cette hantise de décevoir ses équipiers. Et puis Marc Madiot, quand je lui pose la question de mettre quelques mots sur David Gaudu, dit de lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Est-ce que ça a transpiré dans l'échange que vous avez eu avec lui ? Je crois que c'est lié à sa personnalité. Alors là, je ne sais pas pourquoi, et on ne connaît pas évidemment la vie. Hein. Il faudrait connaître l'intimité de l'homme avant même de connaître le champion. Oui, il a des choses à prouver à tout le monde, et je dirais même que quand il anime quand il répond sur sa chaîne Twitch, je ressens exactement la même chose. Alors il le fait de façon un peu amusante, hein, parce qu'on a l'impression que pour lui, la vie est quand même un délire. Mais il va le faire. Il va le faire malgré tout avec énormément de conviction. Bon, et puis on arrive sur la fin de cet épisode. Et comme pour les 7 précédents, Patrick, s'il y avait des mots à poser sur l'échange que vous avez eu avec David Gaudu, ça serait lesquels ? C'est qu'on n'a pas encore... On a encore rien vu. Je crois qu'on n'a rien vu de David Gaudu. C'est-à-dire, je pense que à la fois sur le plan personnel, justement dans ses témoignages, mais aussi évidemment sur le vélo, où ça ne dépend pas que de lui, il va nous montrer encore beaucoup de choses. Moi, je trouve ça passionnant. Il y a des gens
des coureurs, des sportifs, on les voit arriver sur le plan sportif, mais surtout, on se dit, tiens, celui-là, avec un peu de maturité, d'expérience et de recul sur sa carrière, il va sûrement nous dire encore beaucoup de choses. En fait, moi, j'ai été très intéressé par cet entretien parce que tout de suite, dès les premiers mots, j'ai compris qu'il était d'accord pour nous donner beaucoup. Et il nous a vraiment donné... Il a beaucoup partagé, oui, vraiment. Bon, en tout cas, c'était très intéressant. Un grand merci, Patrick, pour cet échange. Et puis, c'est le dernier épisode de la capsule Groupama Face à Face où nous avons été à la rencontre de 8 professionnels, 8 champions, où vous avez été à la rencontre de 8 professionnels, 8 champions. Donc, un grand merci à vous pour ce partage. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le vélo ou à côté. Merci, c'était un grand plaisir, en tout cas, de partager ça avec vous. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté la capsule Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs, en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez nos engagements vélo sur nos réseaux sociaux et sur groupama.fr.